Chaque jour, des centaines de nouvelles publications scientifiques paraissent et viennent enrichir le socle des connaissances communes du monde entier. Les résultats de ces fameuses publis, comme on les appelle dans le jargon académique, sont souvent méconnus, à l'instar des femmes et des hommes ayant contribué à leur réalisation. Ils et elles sont en doctorat, en post-doc, ingénieurs de recherche, chercheurs, enseignants-chercheurs, et travaillent en collaboration sur des projets parsemés d'embûches et de défis. Cette collection de podcasts vous emmène dans les coulisses des articles scientifiques et au cœur de la recherche. Vous écoutez Une Publi des Humains, un podcast de l'Université de Strasbourg produit par le réseau Alumni. Dans cet épisode, nous sommes allés à la rencontre de 3 des co-autrices d'un article paru en 2023 et qui s'intéresse aux origines cognitives des discriminations, notamment à l'égard des personnes en situation de handicap. Un protocole original puisqu'elle tente de mesurer les réactions cérébrales de l'empathie. Et si, inconsciemment, nous discriminions tous ? Donc Marine Granjon, chercheure post-doctorante, et je suis aussi membre associée du laboratoire de psychologie des cognitions de l'Université de Strasbourg. Au moment de l'article, j'étais doctorante sous la direction donc de Maria Poparoc et de Odile Romer. Maria Poparoc, maître de conférence en psychologie sociale à l'Université de Strasbourg. La composante d'affiliation, c'est l'INSPE et je suis également affiliée au laboratoire LISEC. Alors moi je m'appelle Nadège Doignan-Camus, je suis enseignant-chercheur en psychologie cognitive, j'enseigne à l'INSPE et je suis rattachée à un laboratoire de sciences de l'éducation, le LISEC, à l'Université de Strasbourg. L'INSPE c'est la composante de l'université qui forme les futurs enseignants du premier et du second degré et qui est une composante universitaire à part entière. Et qui forme aussi tous les professionnels dans le champ de l'éducation et de la formation hors enseignants. L'objectif du papier, c'était de comprendre les réactions empathiques qu'on a envers le handicap. Et l'idée, c'était de mesurer ces réactions empathiques à travers des mesures indirectes. Donc de pas demander ouvertement aux gens ce qu'on pense du handicap ou ce qu'on ressent envers les personnes qui ont un handicap, mais de le mesurer de façon indirecte à travers les réactions neuronales. Donc on est allé un petit peu regarder ce qui se passe dans le cerveau. Le fondement théorique vient des relations intergroupes, c'est-à-dire des groupes auxquels on appartient et des groupes auxquels on n'appartient pas. Et dans cette littérature, il est montré qu'on a plus d'empathie vis-à-vis des groupes auxquels on appartient que vis-à-vis des groupes auxquels on n'appartient pas. Et donc, on a combiné les résultats de ces recherches en relation intergroupe avec la thématique associée au handicap à l'aide donc de mesures plutôt indirectes. Alors l'empathie, c'est ce qu'on va ressentir et ce qu'on va comprendre des réactions émotionnelles d'autrui. Donc est-ce qu'on va être capable à la fois de ressentir la peine, la joie, la colère d'une autre personne, mais également est-ce qu'on va être capable de la comprendre ? Est-ce qu'on va comprendre que cette personne, elle ressent de la joie alors que nous-mêmes, on la ressent pas forcément ? Moi, dans ce travail, en fait, je ne travaille pas du tout sur l'empathie et j'y ai participé parce que lors d'une conversation, Marine a dit un jour moi j'adorerais faire une manip avec une mesure en électroencéphalographie. Petite précision, cette technique est abrégée EEG dans la suite du podcast. Et ce qui va nous intéresser, c'est de mesurer l'activité neuronale qui va être provoquée par le traitement d'une information particulière qu'on va enregistrer par le biais d'électrodes qu'on aura posées sur le scalp de l'individu. Sur l'intérêt de ces mesures, on appelait ça indirect, EEG. En fait, lorsqu'on demande aux gens de dire ce qu'ils pensent ou ce qu'ils ressentent vis-à-vis des groupes sociaux notamment vulnérables, les gens ne disent pas le fond de leurs pensées parce que c'est toujours gênant de dire qu'on n'aime pas un groupe, d'autant plus qu'il est vulnérable, comme les personnes en situation de handicap. C'est ce qu'on appelle la désirabilité sociale, la motivation de se présenter sous un jour favorable. Donc pour avoir accès à ce que les gens pensent vraiment ou ressentent vraiment, il faut qu'on trouve des stratégies de contournement et donc soit avoir accès direct à l'activité neuronale qui est sous-jacente à ces réactions, soit trouver des méthodes plus indirectes basées sur d'autres indicateurs que ce que les gens disent verbalement. L'objectif, c'était effectivement de mesurer ces réactions empathiques envers les personnes qui ont un handicap, parce que à notre connaissance, ça n'avait jamais été fait, ni d'ailleurs de façon avec des questionnaires, donc avec des questions auto-rapportées.
ni de façon plus indirecte avec justement ces stratégies de contournement pour vraiment essayer de capter ce que pensent et ce que ressentent les individus. Donc l'idée c'était de mettre en avant une moindre réaction empathique envers le handicap, c'était notre hypothèse, puisque l'idée c'était d'expliquer les comportements qu'on a envers ces personnes, et notre hypothèse c'est que ce qui est sous-jacent au comportement qu'on a envers ce groupe, les personnes en situation de handicap, eh bien c'est qu'on a moins d'empathie et ça pourrait expliquer les discriminations. Alors, les personnes en situation de handicap sont, au niveau social, un des groupes on l'appelle le groupe le plus stigmatisé. Qu'est-ce que ça veut dire un groupe social stigmatisé? C'est un groupe qui possède une caractéristique qui est évaluée, c'est un attribut négatif. C'est des personnes qui sont la cible de stéréotypes négatifs et qui vont susciter chez les individus des affects globalement négatifs tels que la méfiance, l'inconfort, le malaise. Et donc, toutes ces réactions-là amènent à des comportements, à des réactions plus négatives dans le comportement donc vis-à-vis des personnes en situation de handicap que vis-à-vis d'autres personnes qui n'auraient pas un handicap. Cette discrimination, elle peut revêtir un aspect hostile, c'est-à-dire rejeter carrément, exclure les personnes en situation de handicap de certains contextes, comme les contextes scolaires ou les contextes professionnels, mais ça peut prendre des formes beaucoup plus subtiles, comme par exemple un comportement non verbal moins positif, moins de sourire, plus de distance, moins d'acquiescement, et donc aussi bien les formes hostiles que les formes subtiles de discrimination existent à l'égard des personnes en situation de handicap. De façon générale, la littérature est assez bien renseignée aujourd'hui sur les stéréotypes, donc les croyances qu'on a envers le handicap, mais également les affects qu'on a envers ce groupe, donc les préjugés. Donc les stéréotypes et les préjugés sont intéressants, mais expliquent assez difficilement les comportements réels qui sont observés dans des contextes, par exemple, d'inclusion scolaire, dans des contextes professionnels. Et donc, l'idée avec l'empathie, c'était d'aller mesurer un processus qui est théorisé comme étant très proche du comportement actuel. Ça veut dire qu'en fait, l'empathie, elle prédit assez bien le comportement que les individus vont mettre en place. Et en plus, l'empathie, on sait comment la mesurer au niveau neuronal et donc comment contourner ces questions qu'on pourrait poser ouvertement aux gens et qu'ils pourraient contrôler. Dans ce cas précis, on a montré aux participants des images. Dans ce cas-là, c'était des visages. Donc en fait, on a repris une base de données qui existait déjà. Ici, dans notre cas, qui était neutre, donc qui n'exprimait pas d'émotion en particulier, parce qu'on voulait absolument manipuler uniquement la douleur. On voulait que les visages évoquent uniquement de la douleur et pas une autre émotion. On a besoin de contrôler absolument ça. Soit piqué par une aiguille. Donc il y avait une aiguille au niveau de la joue. Ça évoquait que le visage était piqué par l'aiguille. Ou alors, la condition contrôle, la condition neutre, qui n'évoquait pas d'empathie normalement, c'était un pinceau qui touchait la joue au même endroit que l'aiguille. Donc les visages étaient soit soumis à un stimulus douloureux, l'aiguille, soit un stimulus non douloureux, le pinceau. Et nous, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va mesurer l'activité électrique et on va ensuite aller un petit peu soustraire l'activité électrique des stimulus douloureux versus ces stimulus non douloureux. Ça, c'est un paradigme très clair pour mesurer l'empathie. Et nous, ce qu'on est allé faire, c'est rajouter le groupe handicap versus non-handicap. Et donc, pour ce faire, on a rajouté au niveau des visages, à côté, en haut à droite, donc du même côté que l'aiguille ou que le pinceau, le logo international du handicap, versus un logo piéton. Donc, encore une fois, condition neutre qui n'est pas censée évoquer le handicap. Et le fait de multiplier comme ça le nombre de stimuli, on va pouvoir ensuite moyenner l'activité neuronale sur ce type de stimulus. Et en fait, on va pouvoir, parce que l'activité électrique, elle est positive et négative, et donc si on fait la moyenne, on va annuler toute l'activité négative et positive qui n'est pas associée, qui n'est pas évoquée par le stimulus, et on va faire apparaître l'activité électrique qui est provoquée, évoquée par la présentation de ce stimulus. C'est comme ça qu'on arrive à isoler. En faisant ça, on a réussi à observer finalement quelque chose qui vient signer la trace de l'empathie. On a repris un protocole expérimental qui avait déjà été publié et ce protocole avait mis en avant des moindres réactions empathiques envers le groupe des personnes noires versus personnes blanches. Eux, ils avaient manipulé en fait la couleur de peau. On avait trouvé ça très intéressant et on voulait voir si on arrivait à reproduire en fait à la fois leur protocole expérimental et leurs résultats sur le groupe des personnes en situation de handicap. L'empathie est composée de deux composantes.
L'empathie dite affective, donc c'est le fait de ressentir ce que quelqu'un d'autre ressent, et l'empathie dite cognitive, le fait de comprendre ce qu'il ressent. Et ce qui est formidable avec le EEG, c'est que on a une précision très grande sur le temps de réaction, et il se trouve que l'empathie affective est plus rapide que l'empathie cognitive. Elle se manifeste plutôt autour de 200-300 millisecondes, alors que l'empathie cognitive est plus tardive et elle est plutôt après 400 millisecondes. Et on a vu que, au niveau de la fenêtre temporelle de l'empathie affective, donc l'empathie précoce, à 200-300 millisecondes, eh bien, il y a une différence en fonction du fait que le visage est accompagné du logo handicap ou pas. Ça veut dire que, en fait, les participants ont traité les visages qui étaient accompagnés d'une seringue ou d'un pinceau de la même façon lorsque ces visages étaient accompagnés du logo handicap. Par contre, ils ont traité le stimulus douloureux ou non douloureux, donc pinceau ou aiguille, différemment lorsque c'était accompagné du logo piéton. Ça veut donc dire qu'il y a eu une réaction empathique, et c'est comme ça qu'on mesure les réactions empathiques en EEG, c'est quand on observe une différence entre la condition expérimentale et la condition contrôle, donc entre un stimulus douloureux et non douloureux. Ça veut donc dire qu'on a capté le caractère douloureux du stimulus, on a capté qu'il ressentait de la douleur, et en fait, les participants, notre interprétation, c'est qu'ils n'ont pas ressenti cette douleur lorsque les visages étaient accompagnés du logo handicap. Par contre, lorsqu'on est allé regarder la composante plus tardive de l'empathie, donc l'empathie cognitive, ici on n'observe aucune différence entre handicap et non-handicap. Donc ça suggère qu'ils ont compris. Ils ont compris que les visages accompagnés du logo handicap, eh bien, ils ressentaient une certaine douleur. Par contre, ils ne l'ont pas ressenti au niveau de l'empathie affective. Ce qui est en fait assez génial avec ces résultats, c'est le fait que quand on mesure l'empathie cognitive, on peut s'assurer que le visage il a été correctement traité, c'est-à-dire que l'information de l'aiguille ou du pinceau a été correctement traitée. Ils ont bien repéré quand il y a l'aiguille, ça va être plus douloureux que quand il y a le pinceau. Ils le comprennent, mais ce qui est fort, c'est que si on questionne le ressenti, dans ce cas-là, on va ressentir éventuellement la douleur que pourrait ressentir ce visage uniquement chez les personnes en situation de non-handicap, c'est-à-dire les personnes qui appartiennent au même groupe que nous, parce que les participants, c'était tous des participants en situation de non-handicap. Alors, si du coup on n'observe pas de différence entre la condition douleur et non-douleur, c'est un manque d'empathie, c'est considéré comme un manque d'empathie avec ce type de protocole expérimental. Et donc ici, on peut interpréter le fait que les participants n'ont pas ressenti la douleur des visages qui étaient accompagnés du logo handicap. Et juste pour terminer, ces résultats, ils répliquent ce qui a été trouvé sur d'autres groupes sociaux. Mais ils sont importants parce que ils font le lien entre une préoccupation qui est très, on va dire, vive dans ce sujet des relations avec les autres groupes, c'est que ce qu'on ressent et ce qu'on pense des autres groupes, ça s'installe de deux manières chez nous. D'une manière spontanée, très rapide, malgré nous, et d'une manière plutôt délibérative, contrôlée. Sauf que ce qui nous échappe, tout ce qui est spontané, ça ne reste pas sans conséquence sur nos comportements réels. Et ça va prédire des comportements, et de plus en plus, et c'est ce qui nous préoccupe actuellement dans nos recherches, c'est de montrer qu'en fait, nos interactions les plus sincères avec les autres, sont peut-être empreintes de ce qu'on ressent, ce qui nous échappe. Ce qu'on montre et ce qu'on dit notamment aux futurs enseignants, c'est que peut-être c'est spontané chez vous, néanmoins ça a des conséquences certaines sur les élèves que vous avez en face. Et donc, comme on veut pas de ces conséquences, peut-être que on peut agir sur la spontanéité de ces réactions pour pouvoir les réduire et pour qu'elles deviennent justement plus contrôlées parce qu'elles ont des conséquences. Mais plutôt que de dire aux gens, attention, là, vous discriminez, mais ne serait-ce que de leur expliquer que parfois, en fait, ça existe, cette discrimination, on ne l'observe quasiment pas, on s'en rend pas compte, mais elle existe. Et juste ça, c'est vrai, de dire les choses, d'informer, en fait, sur la discrimination qui existe, pourrait nous amener à modifier un peu tous notre comportement. La prise de conscience, pourrait nous amener à être peut-être moins discriminant. C'était Une Publi, des humains, un podcast de l'Université de Strasbourg produit par le réseau Alumni. Retrouvez-nous sur alumni.unistra.fr.